Il y a au Québec environ 150 000 entrepreneurs. Ils sont de tous les âges et ils dirigent à peu près 220 000 entreprises. Qui sont-ils? Comment font-ils? On vient à la rencontre des entrepreneurs d'ici. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Philippe Jacob Chadwick, qui est aussi connu sous le nom de Philippe Mérand, parce qu'on va revenir à ça dans un instant, mais il est un entrepreneur culturel. Alors, bonjour et bienvenue. Allô, ça va bien? Oui. Alors, premièrement, explique-moi un peu ces noms-là et pourquoi. Qu'est-ce que tu fais? OK. Ben moi, je suis auteur à la base et j'ai un nom comme beaucoup dans ma génération, un nom composé, puis deux noms de famille. Donc, pendant la majorité de ma vie, je m'appelais Philippe Mérand. C'était ça mon nom sur mes chandails de hockey, puis c'est comme ça que mes amis m'appelaient. Puis quand j'ai commencé ma carrière d'auteur, je me cherchais un nom de plume. Puis j'ai réalisé qu'en fait, je les avais, les initiales, puis j'avais un nom qui était un peu plus exotique, Chadwick. Fait que je me suis rebaptisé PJ Chadwick. Puis là, ben c'est ça, on dirait que les deux, le côté entrepreneur vient à la rencontre du côté artiste. Puis c'est pour ça que là, c'est ça, j'ai comme fait une fusion de mes noms. J'ai réintégré. Ouais. Ouais. Parfait, parce qu'il y a beaucoup de gens, je pense, qui pensent qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est un boss, qui est assis dans une usine avec beaucoup d'employés. Et ce n'est pas nécessairement le cas. Il y a beaucoup de gens qui sont des entrepreneurs, qui sont ce que j'appelle des entrepreneurs solo. C'est ton cas. Donc, explique-moi un peu, là, depuis combien de temps tu vis comme ça de ton art? Ça fait 5 ans que j'ai publié mon premier roman. Puis je vivais pas de ça au début parce que, bref, je faisais qu'une centaine de ventes par année, puis je faisais quelques événements. Puis juste avant le COVID, il y a eu, ça a vraiment explosé pour moi au Salon du Livre de Montréal. C'était en 2019, je pense. Puis j'ai fait des ventes exceptionnelles. Puis là, j'étais parti pour la gloire, du moins je le croyais. Puis là, il y a eu une petite pause qu'on a vécue. Puis là, depuis que ça l'a repris, c'était au mois d'avril, au Salon du Livre de Québec. Ouais, on a vraiment le vent dans les voiles. Puis à chaque salon, on dirait que ça continue de prendre du momentum. Fait que maintenant, je te dirais que je vis vraiment de ma plume. Et comment on fait ça? Parce que, premièrement, il faut produire, d'une part, et ça ne rapporte pas quand on produit. Puis ensuite, il faut faire la promotion pour pouvoir rapporter. Alors, comment gérer tout ça? C'est intéressant. On dirait qu'il y a comme deux voies au Québec. Il y a la voie de l'édition traditionnelle, où est-ce que les éditeurs sont subventionnés par le gouvernement, puis les auteurs, lorsqu'ils ont fait leur marque, ils ont publié quelques livres, ils deviennent éligibles pour des bourses. Donc, il y a la voie comme, on pourrait dire subventionnée, puis il y a la voie entrepreneuriale que moi j'ai choisie. C'est-à-dire, je travaille avec une maison d'édition indépendante. Puis je suis le maître de mes œuvres. Donc, j'ai gardé mes droits d'auteur. Puis quand je fais des ventes, c'est dans ma poche que ça revient. Je suis aussi celui qui investit pour l'impression et la production des livres. Donc, c'est beaucoup de coûts pour commencer. Mais une fois qu'on a fait l'investissement initial puis qu'on a nos livres après, c'est de les vendre. Puis ça, c'est le défi, en fait, c'est de connecter avec les gens, puis d'arriver à faire en sorte que les lecteurs ont le goût de lire ton livre, puis les gens ont le goût de t'encourager. Quand on parle de financement, donc, quand tu dis c'est toi qui imprime, donc tu assumes les coûts d'impression, de mise en page et tout ça? Mon éditeur, en fait, les éditions de l'Apothéose, eux autres, c'est comme un partenariat. Fait eux, ils vont s'occuper de la mise en page, ils vont produire le livre. Puis moi, je vais leur investir pour la quantité de livres que je vais imprimer. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils nous permettent d'être distribués. Donc, ils nous permettent d'être en librairie. Puis, de mon côté, aussi d'être en salon. Donc, je peux faire la tournée des salons du Québec. Puis, ça me donne une plateforme pour rencontrer des gens, puis me développer, dans le fond, un fan club.
Comment tu t'es pris? Parce que c'est pas évident nécessairement au départ. Peut-être que les gens ne savent même pas qu'on peut être un entrepreneur culturel. Comment tu t'es pris? Comment tu as commencé là-dedans? Euh, Moi, j'ai vraiment suivi mon intuition. Puis c'est mon intuition qui m'a amené à l'écriture, c'est mon intuition qui m'a dicté, m'a permis de découvrir les univers que j'allais écrire. Puis j'ai suivi mon petit bout de chemin, j'étais allé faire un premier salon à Québec il y a plusieurs années. Quelle sorte de salon? Salon du livre. OK. Et là, j'étais toute fière de moi, j'avais vendu 4 livres en 2 heures. J'avais brisé la glace, puis, puis j'étais prête à abandonner après, parce que la quantité de travail que ça représente d'écrire un livre, puis après ça, l'argent qui a été investi, pour finalement juste contempler tes boîtes de livres dans ton sous-sol, puis te dire, tu sais, comme, c'était le fun, là, je suis allé au bout de mon trip, mais c'est pas viable. Fait que je suis allé au salon du livre de Sherbrooke, avec dans cette approche-là, que ce serait mon dernier événement, mon dernier salon. Puis qu'après ça, je pourrais clore mon rêve d'être écrivain, puis passer à autre chose. Ce qui est arrivé à Sherbrooke, c'est que j'ai vendu tous les exemplaires que j'avais amenés en 2 jours. Et là, j'ai réalisé tout d'un coup qu'il y avait un potentiel, que je pouvais vivre de ça si j'allais dans les marchés, dans les salons, puis que j'allais à la rencontre des gens. J'ai un bon entre-gens, j'ai une facilité à connecter. Puis c'est pas le cas de tous les auteurs, ou j'ai l'impression artistes, c'est pas nécessairement dans leur personnalité d'avoir le côté entreprenant, mais moi, c'est définitivement une de mes forces. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi ça? Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours voulu faire ou tu es tombé dedans un peu par hasard? C'est une bonne question. Depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai 10 ans, en fait, on me demande « Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? » J'ai toujours répondu « J'aimerais ça avoir mon entreprise. » Mon grand-père, c'était un homme d'affaires, puis bref, je pense que c'est dans notre sang d'avoir ce côté-là. Mais j'avais complètement délaissé cette ambition-là, j'avais même presque oublié. Et je suis devenu comme, c'est ça, auteur, puis musicien. Puis... Tu n'avais pas été enseignant aussi à un moment donné? Moi, j'ai fait ça pour gagner ma vie pendant quelques années, puis j'enseigne encore à temps partiel. Mais c'est jamais été comme ma première vocation. Ta première vocation, c'est d'écrire. Ou de la musique? Ma première vocation, c'est de créer, okay. En fait. C'est ça. Puis là, ça prend différents médiums. Mais je pense que ça, c'est mon imagination est tellement débordante qu'il faut que je manifeste. Ouais. Donc, tu te manifestes à travers l'écriture. Ouais. En ce moment, là. Ouais. Tes livres, en passant, c'est quelle sorte de sujet? Ça se destine à quel public? Ce qui est intéressant, c'est le côté entrepreneur qui a fait en sorte que j'ai une offre diversifiée. Que chaque personne que je peux aborder, j'ai un livre pour presque chaque tranche d'âge. Que ce soit les enfants, que ce soit les adultes, que ce soit les jeunes adultes. Des livres romantiques ou des livres plus, mettons, flyés. Fait que c'est ça. Puis t'en as combien de livres là, jusqu'à date? 7. 7? J'en ai un 8e qui s'en vient ce printemps. OK. Donc, 7 livres là, que tu essaies de vendre. Oui. Okay. On va revenir avec ça dans quelques minutes. Mais, en tout cas, merci. Alors, c'est intéressant. On reviendra. Donc, c'était Philippe Jacob Chadwick. Et on va revenir dans quelques minutes pour compléter notre discussion. Nous voici de retour avec Philippe Jacob Chadwick, qui est un entrepreneur culturel et un auteur. Alors, rebonjour. Alors, parle-moi de ton emploi du temps, parce que tu portes plusieurs chapeaux, comme tous les entrepreneurs. Comment tu arrives à diviser ça? Bonne question. C'est ultra flexible, puis c'est ultra occupé en même temps. C'est souvent des courriels. Puis, tu sais, des gens de tous les horizons qui nous écrivent. Puis là, il y a, tu sais, comme j'ai des invitations pour participer à des événements, Puis c'est de maintenir les liens, en fait. Fait que de cultiver, j'imagine comme tout entrepreneur, tu cultives un réseau d'alliés. Puis avec le temps, bon, tu bâtis comme une petite...
petite niche, en fait. Mais en fait, moi, je pensais plus à la notion, là, parce qu'il faut créer. Donc, pour moi, la création, il faut être un peu peut-être isolé ou tout seul, ou trouver du temps où on n'est pas dérangé. En tout cas, c'est ma vision de la création, c'est peut-être pas la tienne, je ne sais pas. Mais donc, comment arriver à trouver du temps pour créer d'une part, puis pour se vendre d'autre part? OK, c'était une bonne question. Ça, en fait, pendant ma vingtaine, j'ai presque uniquement créé. Fait que pendant 10 ans, j'ai écrit. J'écrivais 3 à 4 heures par jour, 5 à 6 jours semaine. J'étais plongé là-dedans. C'est là que j'ai produit presque tous mes livres. J'en ai encore 3 qui ne sont pas publiés. Donc, tu as déjà ça en banque, pour dire. Oui. OK. Là, ça fait 1 an que je suis vraiment dans la démarche de me faire connaître. Fait que là, c'est le côté entrepreneur, puis c'est le côté de créer une entreprise, puis de comme maintenant agrandir ma banque de clients, si je peux le nommer comme ça. Dans le fond, mes lecteurs, mes fans, puis de cultiver, de créer une communauté autour des livres puis des univers que j'ai créés. Dans tout ça, qu'est-ce que tu trouves difficile? Ah, bonne question. Ce que je trouve le plus difficile, c'est d'être hyper sollicité et éparpillé. Tu sais, comme c'est tellement diversifié ce que j'écris, ce que j'ai créé, que d'essayer c'est ça. Dans une journée, je peux penser à 30 personnes, puis là, j'ai des courriels à écrire à cette personne-là, puis de maintenir un espèce de suivi, puis d'être comme accountable sur tous les plans pour faire avancer la machine qui si c'était juste comme une shop, c'est beaucoup plus concret, c'est beaucoup plus physique. Mais les courriels, par exemple, est-ce que c'est des lecteurs ou est-ce que c'est des gens à qui tu essayes de vendre tes produits? OK. Fait que là, mettons, je peux te donner comme exemple, ce matin, j'ai eu des lecteurs qui m'ont écrit, qui voulaient avoir la suite. Fait que là, on fait un suivi. Ça, c'est toujours le fun, de savoir que quelqu'un a aimé ce que tu as lu. Ensuite, j'ai eu un courriel d'une enseignante pour faire une animation en classe. J'ai eu un courriel d'une orthopédagogue pour créer une espèce d'activité pédagogique pour intégrer mes œuvres dans son travail à elle. J'ai eu un courriel de l'Association des auteurs, puis il a fallu que j'écrive à l'UNEC pour m'inscrire à la culture à l'école. Ensuite, j'ai écrit à mon conseiller en marketing par rapport à la suite des trucs. Fait que c'est sur tous les fronts. Puis après ça, il faut que je m'entoure d'une équipe de production pour faire des vidéos promotionnelles, des pubs qui sont pros. C'est beaucoup. Oui, et je peux voir que c'est beaucoup. Je voudrais juste te soulever la notion de conseiller marketing. C'est quoi un conseiller marketing? Ça fait quoi dans la vie ou certainement ça fait quoi pour toi? C'est un cadeau que j'ai reçu de l'ex-belle-mère de travailler avec un homme qui s'appelle, il se définit comme un holistic marketer. Okay. C'est un gars qui fait du marketing en ligne. Puis il conçoit des plateformes, il conçoit des stratégies marketing. Puis, bref, moi, j'ai jamais été en ligne. J'ai jamais voulu même avoir de Facebook. Puis j'ai fait un genre de compromis parce que je me rends compte que si je veux éventuellement percer, puis arriver à vivre vraiment de mon art, il faut que j'utilise les outils qui sont à notre disposition. Mais tu soulèves un bon point pour les gens qui sont des entrepreneurs, qui n'ont nécessairement pas le temps de tout faire, c'est de s'associer avec quelqu'un qui peut nous apporter des savoirs qu'on n'a pas. Mm-hmm. Et c'est effectivement ce que tu fais. Mm-hmm. Oui. Ça fait 2 mois que je travaille avec lui, puis ça a ouvert mes horizons. Dans quel sens? Ben là, en fait, c'est que je garde un lien avec mes lecteurs. Fait que les gens que je rencontre dans les salons, dans les événements, qui achètent mes livres, là, on a un moyen de rester en contact. Puis, en fait, c'est le email list qui est comme de base, mais qui permet de faire un suivi auprès de tes clients, puis de les relancer avec des promotions ou des événements. Puis au final, c'est de rester en contact. Parce que si j'avais fait ça depuis le début, je pense que je serais déjà beaucoup plus installé. Puis c'est que le fait que tu fais des ventes en ligne, tu sais, de ne pas être dépendant de ma présence pour promouvoir mes livres, puis que le mot puisse se passer.
Ouais, à travers l'Internet. C'est ça, parce que c'est toujours le défi, c'est de trouver des clients. Ouais. Puis tu as parlé au peu de vidéo aussi. Ça fait partie de cette démarche de marketing? Ben, tu sais, j'ai étudié en cinéma. Fait que ça a été ce qui m'a amené à l'écriture, c'est l'écriture scénaristique. Et si je comprends bien, tu as participé à écrire un scénario, Ouais. un film. Ouais. Juste rapidement, là, c'est quoi ce film-là qui avait gagné un prix? Ouais, c'est Black Friday. C'est un film que j'ai écrit avec mon ami Stéphane Moucarzel, qui est un réalisateur qui commence à être assez connu au Québec. Puis c'est ça, on avait reçu une bourse de la SODEC pour le produire. Puis vous avez gagné un prix, je Ouais, pense. on a gagné le prix du film engagé au rendez-vous du cinéma québécois en 2018, je pense. 2019, je sais OK. plus. Ouais. Parfait. Donc, ça, ce qui m'amène à parler de vidéo. Ouais. Dans ton cas, tu fais tourner des vidéos de promotion, je pense, tu me dis? Ouais. Oui. Mais là, on joue avec les concepts, là, on fait des pubs, on explore. Puis là, je me rends compte après quelques vidéos que, bon, le niveau est amateur, puis que si on veut que ça puisse s'étendre un petit peu, il va falloir rehausser la qualité de production, ce qui implique engager des professionnels, ce qui implique des coûts. C'est là où est-ce que le bas blesse un peu, parce que c'est ça, c'est avec les réimpressions, puis le jeu, en fait, c'est ça. Il va falloir que je fasse mon premier emprunt, je crois, afin de pouvoir Passer à l'autre étape. passer à l'autre étape. Et donc, tu n'as jamais. Je voulais justement parler de financement. Donc, jusqu'à date, c'est toi qui finançais? Ouais, fait qu'avec la vente de mes livres, je pouvais produire le prochain. Puis, en fait, tout ce que je faisais, je le réinvestissais toujours dans le prochain projet, le prochain projet, le prochain projet. Puis là, je pense que cette année, c'est la première année où est-ce que je vais avoir fait de l'argent après mon 7e livre publié. Fait que pensez à ça, là. Ça fait 10 ans que j'écris, 5 ans que je travaille comme entrepreneur, puis là, je commence à faire mes premiers sous. OK. Puis ton plan d'affaires te dit quoi? As-tu un plan d'affaires par rapport à ça? Mon plan d'affaires, c'est, tu sais, j'ai étudié en comptabilité, puis moi, je préfère utiliser le terme la comptabilité du cœur. J'ai jamais manqué de rien. J'ai jamais sauté un loyer. J'arrive à bien vivre. Je ne suis pas quelqu'un qui a besoin de beaucoup. Pour moi, l'important, en fait, c'est d'avoir la foi. En soi-même. En soi-même, puis en le projet qu'on porte. OK. Fait que moi, c'est ce qui m'amène à toujours réinvestir. Puis là, les quelques milliers, dizaines de milliers de dollars que j'ai fait cette année, mais je vais toutes les réinvestir encore dans le jeu, dans la production de milliers de copies de mes livres, parce que ça roule. Fait que là, il faut qu'on peut augmenter la cadence un petit peu. Ouais. Parfait. Ouais. On va revenir dans quelques instants pour parler un peu des défis qui s'en viennent. Okay. Nous voici de retour avec Philippe Jacob Chadwick, qui est un entrepreneur culturel, et on va parler maintenant des défis. Et pour les gens qui nous suivent depuis le début, tout à coup, on voit apparaître devant nous 2 livres et un jeu. Ça fait partie un peu de tes défis à toi, c'est de faire la promotion de ça. Alors, parle-moi un peu de ce qu'on a devant nous. OK. Bien, vous avez la série de Carla Juvenson, qui en fait, c'est mon meilleur vendeur. C'est l'histoire d'une jeune fille qui a le pouvoir de parler aux animaux, puis qui va devenir en quelque sorte la porte-parole de la révolution animale. OK? Puis là, le défi, en fait, c'est d'arriver à créer une communauté autour de cet univers-là, de rallier nos lecteurs dans le but de pouvoir diriger nos énergies vers la mission. La mission, c'est en fait de sauver la Terre. Puis... Donc, c'est l'univers que tu crées qui a cette mission-là. Ouais. Dans tes livres. Oui, puis c'est ce que je perçois, en fait, c'est ce qui se rattache aussi à la réalité de cette génération-là. Tu sais, le rapport qu'on a à la nature, puis comment faire pour s'unir afin de sauver la planète, tu sais. Puis là, on a créé récemment une espèce de petite affiche de « Rejoignez la révolution animale ». Parce que je pense que c'est bon d'amener le fantastique dans la réalité. Ouais. Donc,
revenons un peu à la notion d'entrepreneur culturel. Tu as aussi un jeu, parce que tu ne nous as pas parlé de jeu jusqu'à date, tu as parlé de livres que tu vends. Explique-moi ce jeu-là. OK. Ben, c'est mon tout nouveau bébé. Ça fait 2 ans et demi qu'on est en développement. Puis là, il est sorti depuis quelques mois, en fait. C'est le premier prototype, là. Il n'est pas encore commercialisé. Fait que là, on est en campagne de financement pour essayer de le produire pour... Ouais. Et ça, je voudrais en parler, le sociofinancement, Ouais. parce que c'est quelque chose, en fait, c'est disponible, mais il y a très peu de gens jusqu'à date sur mon émission ici qui en ont parlé. OK. Alors, qu'est-ce que ça permet de faire, ce sociofinancement-là? Le sociofinancement, c'est comme un appel à tous. C'est une façon de s'exposer. Puis de faire une démarche pour inviter les gens à nous encourager à que À y investir un peu. Ouais, c'est ça. C'est comme un... Mais en fait, c'est de la précommande. Dans mon cas, c'est que les gens qui s'intéressent au projet, ils peuvent précommander le jeu. Puis avec les fonds qu'ils vont nous avoir donnés, on va pouvoir produire. OK. Parce que le but, c'est toujours de pouvoir aller produire une plus grosse quantité pour réduire les coûts. Exactement. Ouais. On va peut-être revenir à ça dans quelques instants, mais juste parler un peu des défis en général. Tout le monde fait face à des défis aujourd'hui, que ce soit chaîne d'approvisionnement, l'inflation, je manque d'employés. Toi, en tant qu'entrepreneur culturel, quels sont tes plus grands défis? Je pense que mon plus grand défi, c'est de prendre ça un pas à la fois. Parce que si je m'en tiens au prochain pas, tout va bien. Puis j'ai du succès dans chacun des événements que je vais. J'arrive à créer des belles connexions, puis à bâtir ma banque de fans, tu sais. Puis si je m'en tiens au prochain pas, ça va bien. C'est quand je me projette trop loin, puis que là, je commence à anticiper, puis là, je deviens suractivé, puis là que le stress puis la pression qu'on s'impose finit par nous drainer. Donc, tu es un peu éparpillé, là, des énergies ne sont pas dirigées. C'est ça. Comment faire ça? C'est une bonne question. Comment faire ça? Ben, pour moi, c'est vraiment de m'imposer, d'arrêter d'être devant mon ordinateur, puis d'aller dans la forêt, puis de réintégrer mon corps, puis de réintégrer le moment présent au quotidien. Parce que si je le fais pas, il y a un momentum qui est tellement puissant, puis tu sais, j'ai quand même un imaginaire assez flyé, fait que je peux partir dans mes univers, puis après ça, ouais, on perd un peu contact avec soi-même, puis là, c'est notre santé mentale qui est compromise un petit peu, là, au niveau du stress, puis au niveau de... Ouais. Donc, c'est la notion de prendre soin de soi pour essayer de ne pas trop éparpiller ses énergies. Ouais. Je dirais c'est d'avoir la foi, Oui. d'avoir la foi que on va manquer de rien, qu'on est pris en charge, puis que même si on se questionne, OK, comment qu'on va aller chercher cet argent-là, comment qu'on va pouvoir trouver des investisseurs, comment qu'on va pouvoir commercialiser, puis tous les problèmes, les défis qui nous attendent, d'avoir la foi que ça va se passer en temps et lieu, puis de ne pas chercher à régler tous les problèmes, tous les défis en même temps. OK. Puis d'y aller comme un petit pas à la fois, puis d'apprécier chacun de ces pas-là qui vont nous mener à le succès. Puis le succès, c'est pas en termes de vente qu'on le mesure. Pour moi, le succès, ça se mesure en termes de bien-être. Bien-être au quotidien, puis le bien-être qu'on est capable de procurer aux autres, c'est-à-dire soit les jeunes qui lisent mes livres ou les gens qui vont jouer au jeu. Ouais. Beaucoup d'entrepreneurs qui passent ici à l'émission parlent de passion. Toi, ce serait quoi ta passion liée à ton travail? C'est une bonne question. Je te dirais que j'aime, tu sais, puis j'aime les gens, puis j'aime la nature. Puis pour moi, de constater qu'il y a beaucoup de souffrance dans le monde, puis qu'on se crée, qu'il y a beaucoup de destruction aussi avec la façon qu'on vit, la façon qu'on consomme, c'est quelque chose qui me peine. Puis j'ai comme un appel depuis que je suis tout petit, en fait, de venir en aide, d'aider. Puis je pense que c'est ça qui m'a motivé, c'est ça qui est venu comme nourrir mon imaginaire pour que je puisse produire ces livres-là. Puis ce jeu-là qui est un outil
fascinant de découverte de soi, puis une opportunité d'aller à la rencontre de nos enfants intérieurs, puis de reconnecter avec ces parts-là qui sont les sources de notre joie, puis de notre amour, puis de ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue, en fait. Donc, ta passion vient un peu de ton engagement, du fait que tu es comme relié à tout le monde. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais. Et comment tu vas traduire ça à l'avenir? Qu'est-ce que tu te vois, là? Tu te projettes dans 1 an, 5 ans, 10 ans? Qu'est-ce que tu vois comme avenir de l'entrepreneur culturel? Bien, c'est drôle parce que j'ai écrit cette semaine par rapport à l'humilité. Puis que, tu sais, il y a un aspect de mégalomanie, tu sais, qui est peut-être, en fait, qui est une pathologie, la mégalomanie, tu sais. Mais ce que je vois, puis ce que je perçois du potentiel, puis là, ça fait plusieurs salons qu'on va avec la petite Carla, la nouvelle réédition, puis que les livres se vendent tous. On sold out, salon après salon. Fait que je vois comme un élan de popularisation de cette histoire-là, puis du message que porte cette jeune fille-là. Puis là, éventuellement, ce serait de traduire le livre pour accéder au marché du reste du monde, tu sais. Puis si l'histoire, elle est bonne, puis que du bouche à oreille, les gens se donnent envie de la lire, ben il n'y a pas de limite. C'est ça l'affaire avec les auteurs, c'est que c'est le métier le plus pauvre en termes de moyenne, mais que si ça pogne, c'est le plus haut potentiel. Bon, ben c'est parfait. Écoute, voici, c'est la fin de l'émission Entrepreneurs en action pour aujourd'hui. Je m'appelle Daniel Drolet. Je vous invite à visionner tous les autres épisodes qui sont disponibles en ligne et aussi je vous invite à suivre la TVCL dans nos médias sociaux. Bonjour.